Soyez les bienvenus, le sujet de cette vidéo va être un montage bien connu en électronique de puissance. Je l'ai réalisé puisque j'ai besoin pour un projet d'alimenter une seule LED rouge de puissance et ce à partir de 12 volts continu. Pour ce faire, j'ai donc réalisé, si j'ose dire, un petit convertisseur buck construit autour d'un circuit intégré spécialisé qu'on va découvrir. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, ça va être des mesures sur le montage bricolé, en même temps que des commentaires techniques, et je passerai aussi un certain temps à commenter la documentation du circuit spécifique utilisé. Donc voici le programme, et vous avez comme d'habitude en description de vidéo des raccourcis avec un minutage. Ce convertisseur emploie un composant de référence A6211, très intéressant au niveau de ses caractéristiques. Il permet de réaliser des générateurs de courant constant, adaptés donc à l'alimentation de LED. On va faire une démonstration très rapide du fonctionnement de base. Donc j'alimente l'entrée du montage avec 12 volts. Et on peut voir qu'à la sortie, il est réglé pour injecter dans la charge, donc dans la LED, 340 mA constamment. Pour bien montrer que ce montage-là est une source de courant, on va ajouter une deuxième LED dans le circuit. Pour ce faire, je vais éliminer via l'interrupteur ici le court-circuit actuellement existant au niveau de cette LED. Alors on voit qu'elle s'allume et surtout que l'intensité dans le circuit ne bouge pas. De la même façon, si j'ajoute une troisième LED, le courant se maintient à 340 mA. Alors vous avez pu voir que la tension en sortie du montage avait augmenté puisque bien sûr on n'a rien sans rien, mais vous avez ici pour rappel l'illustration du principe d'une source de courant, c'est-à-dire que le courant reste constant en théorie quelle que soit la charge, c'est par contre la tension qui peut varier. C'est l'opposé d'une source de tension telle qu'une batterie où la tension est censée rester fixe et où c'est le courant qui va varier en fonction de la charge. C'est donc un montage adapté à l'alimentation de LED, puisque je vous rappelle que si on fait l'erreur d'alimenter des LED avec des tensions constantes, on risque l'emballement thermique et la destruction des LED. Alors ce montage-là est une telle vraie source de courant que si on se met à court-circuiter la dernière LED, alors on voit que la tension se rapproche du zéro bien sûr, mais surtout que l'intensité se maintient toujours à la valeur qui avait été choisie. Alors voici ce que je trouve d'intéressant dans le composant A6211. Premièrement, c'est simple à utiliser, il y a seulement quelques composants à ajouter autour pour que ça puisse fonctionner. On va avoir une résistance à choisir permettant en quelque sorte de régler la fréquence de découpage. Alors si on regarde bien, ce n'est pas exactement la fréquence, mais ça va avoir une action dessus, ce qui fait que la fréquence n'est pas imposée. Il y a une entrée Enable permettant de commander l'allumage ou l'extinction des LED, ce qui est bien puisque ça évite, si on veut les éteindre, d'avoir à ajouter un système de coupure de puissance externe. On va avoir une résistance à choisir pour régler l'intensité qu'on veut faire circuler dans les LED. Il faudra choisir une bobine et une diode, j'y reviendrai. Et le transistor de découpage est quant à lui intégré dans le composant. Ce qui est bien, c'est que c'est un MOSFET de canal N et non pas de canal P, ce qui maximise donc les chances d'avoir un rendement élevé. Et on pourra aussi faire varier la luminosité des LED de deux façons différentes, ça je le montrerai en démonstration. On va faire des mesures de rendement en sachant que c'est toujours très délicat à faire puisque la moindre erreur de manipulation peut grandement fausser les résultats. Donc on sait qu'en sortie de ce convertisseur sera toujours débité 340 mA, on l'a vu. Il me restera donc à mesurer la tension de sortie pour déterminer la puissance. Du côté de l'entrée, juste après la batterie d'alimentation, on a 7 ampères-mètres et je placerai ensuite le voltmètre pour mesurer la tension d'entrée du montage. Mais je fais bien attention à placer dans l'ordre l'ampère-mètre suivi du voltmètre de façon à ne pas être influencé par la chute de tension qui se produit dans l'ampère-mètre. Avec une seule LED, on a donc cette tension-là en sortie, ceci à l'entrée. Avec deux LED, cette tension en sortie,
celle-ci en entrée, et avec 3 LED, ceci en sortie et ceci en alimentation. À partir de ces données, on peut donc calculer les rendements et s'apercevoir qu'à mesure qu'on ajoute des LED, il tend à s'améliorer. Une des raisons à cela, mais ce n'est pas la seule, c'est que l'écart entre la tension d'entrée et de sortie du buck diminue au fur et à mesure, et ça a pour effet de faire augmenter le rendement en ce qui concerne les convertisseurs buck. Alors maintenant, on va faire des mesures, notamment avec la sonde de courant haute fréquence. On commence avec le courant qui passe dans les LED, qui est identique à celui qui passe dans la bobine. C'est loin d'être toujours le cas, mais ici, si on regarde bien le schéma, on se rend compte que c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce courant? Eh bien qu'il a une forme classique qu'on attendrait dans la bobine d'un convertisseur buck qui fonctionne en conduction continue. En moyenne, on tourne autour des 340 mA, c'est ce qu'on avait mesuré tout à l'heure, mais à l'ampèremètre cette fois. Si on fait changer le nombre de LED alimentés, on voit que la fréquence de fonctionnement varie légèrement, tout comme l'ondulation de courant. Sur la fiche technique, on va trouver plusieurs formules, notamment celle qui permet de déterminer l'inductance nécessaire à l'application. Concernant le choix de la bobine, il n'y a pas que l'inductance qui compte, il faut aussi faire attention au courant RMS responsable de l'échauffement de ce composant. Et il faut aussi prêter une attention particulière au courant de saturation, puisque le courant de saturation de la bobine doit être supérieur au pic de courant maximum qui sera atteint en fonctionnement. Alors vous me direz ici, une fois que c'est construit, je mesure le pic de courant, effectivement, mais en fait sa valeur était prédictible grâce aux formules de calcul, et c'est d'ailleurs ça qui permet de choisir le composant. En ce qui concerne le choix de la diode de roue libre, ne pas oublier qu'il faut prendre ici une diode dite rapide, donc une Schottky, puisque vous voyez qu'on a une fréquence qui se compte en centaines de kHz. Il faut remarquer un aspect particulier de la conception de ce type de montage, c'est l'absence de condensateur au niveau de la sortie du buck, comme on peut voir d'habitude. Alors on peut en ajouter un si on veut, c'est expliqué dans la documentation, mais à la base, c'est pas nécessaire. Pourquoi il n'y en a pas? Eh bien parce qu'on cherche ici à lisser le courant dans les LED, et c'est justement le rôle de la bobine de s'opposer à des variations brutales d'intensité. On ne cherche pas à lisser la tension, et donc on ne raccorde pas de condensateur dont ce serait justement le rôle. Si on observe la tension aux bornes de la LED, on a ceci, environ 2 volts en moyenne, puisque c'est une LED rouge, et une ondulation de tension assez notable, puisque pas de filtrage. Un autre aspect intéressant du A6211, c'est qu'il monte assez haut en termes de rapport cyclique, ce qui offre toujours de la flexibilité pour les conceptions. J'ai déjà atteint 86%. Au-delà de cette valeur-là, environ, j'ai l'impression que ça devient instable et pas utilisable. Le maximum atteignable n'est pas clairement écrit et je pense qu'une des raisons à cela, c'est qu'il dépend de la fréquence. Plus on travaille à fréquence élevée, plus le maximum atteignable sera faible. Comme pour n'importe quelle alimentation à découpage, il y a des règles de câblage à respecter pour espérer obtenir un montage qui fonctionne correctement. C'est ce qu'on appelle en anglais le layout. C'est pour ça que le concepteur du circuit va souvent proposer, comme ici, un tracé de circuit imprimé avec l'implantation des pièces. Ça permet en plus d'assurer un bon refroidissement, d'avoir un agencement optimal entre certains composants critiques. On va par exemple ici trouver un plan de masse, mais aussi des liaisons larges et courtes entre certains composants pour ne pas augmenter l'inductance parasite qui peut poser problème. Alors il faut savoir que dans le cas de mon montage monté sur plaque d'essai trouée, je suis très loin d'être dans l'idéal puisque je ne peux pas reproduire ces liaisons larges et le plan de masse, et donc c'est très loin d'être optimal. Mon montage malgré tout fonctionne, mais je pense que si ça montait un petit peu plus haut en puissance, avec des courants plus élevés, on pourrait observer des instabilités, des grésillements, des phénomènes bizarres qui sont symptomatiques justement, pas toujours mais souvent, d'un mauvais
layout. C'est pour ça qu'il est très important de respecter ces conseils. Pour montrer l'importance de réaliser un bon layout, je propose d'observer le courant qui passe dans la diode de roue libre. Pour faire ça, j'ai dû insérer la sonde de courant dans le montage et rien qu'en le faisant, j'ai dû dégrader la qualité de l'assemblage puisqu'il a fallu ajouter un petit morceau de fil qui ajoute de l'inductance parasite. Donc voici ce qu'on observe. Quand la diode commence à conduire, rien de notable, la commutation est propre. En revanche, à l'ouverture, on voit un phénomène de résonance. Alors il est possible que ce soit confondu avec le phénomène de recouvrement de la diode, mais en dehors de ça, je pense qu'il est quand même notable. Donc on voit ici que ça oscille. Probablement que c'est la capacité parasite de la diode qui résonne avec de l'inductance parasite. Si je remplace le fil court par un morceau de fil à peine plus long, et que donc j'augmente encore un peu l'inductance parasite à cet endroit, on observe que le phénomène empire encore, puisque ici l'oscillation est plus ample, en plus de durer plus longtemps. Donc typiquement, avec un truc comme ça, on va générer de la pollution électromagnétique et avoir donc un montage qui est moins bon sur le plan de la CEM. Et c'est une des raisons pour lesquelles il faut soigner le layout. On va regarder le courant à l'entrée du montage. Donc là, c'est avec 3 LED, avec 2, puis avec 1. Donc globalement, c'est assez lisse. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait de grosses descentes s'approchant du zéro aux instants où le transistor se bloque, mais on ne voit rien de tel. Pourtant, il n'y a pas de filtre particulièrement élaboré à l'entrée de ce montage. Il y a seulement un pauvre condensateur électrochimique ici et un céramique à côté. Dernière chose à voir, les méthodes pour faire varier la luminosité. La première méthode proposée, c'est d'appliquer sur l'entrée Enable un signal en modulation de largeur d'impulsion. Donc c'est ce que j'ai fait ici, j'ai bricolé un montage qu'on ne détaillera pas, qui va générer le signal que vous voyez apparaître en vert. En agissant sur le potentiomètre, je fais varier le rapport cyclique et vous avez la répercussion au niveau du courant qui passe dans les LED. Donc c'est une méthode simple à mettre en œuvre et qui marche très bien. Si on s'intéresse au courant qui passe dans les LED, on voit tout de suite l'inconvénient de cette méthode puisqu'on aperçoit des passages par zéro pendant lesquels bien sûr les LED sont éteintes. On se retrouve donc avec des LED qui clignotent à une certaine fréquence. Si on la mesure, on voit qu'on est ici autour des 1200 Hz. Donc on ne peut pas percevoir un scintillement à cette fréquence-là, mais sachant qu'on n'est pas complètement libre sur le choix de la fréquence, ça peut éventuellement poser problème dans certaines applications. Si on regarde de près le courant pendant la phase de fonctionnement, on va retrouver ici la haute fréquence correspondant à la commande du transistor. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on nous propose aussi de faire de la gradation, mais cette fois à partir d'un signal de commande analogique, en modifiant légèrement le schéma. Ça reste simple, donc j'ai essayé. Là, on va vers le maximum. Et là, on réduit, si on veut, à quelques milliampères. En vert, c'est le signal analogique de commande. En jaune, c'est toujours le courant. Et l'avantage de cette méthode-là, c'est bien sûr qu'elle n'engendre pas de scintillement à fréquence relativement basse au niveau des LED. C'est la fin de cette vidéo. Je terminerai en disant que ce montage devrait finir intégré dans ce boîtier. Tirez-en les conclusions qui s'imposent.